sur le Kenya et son tourisme, le Kenya dans la troisième révolution touristique, au-delà du safari, en fait c'est un livre qui déconstruit le système touristique mondial. Au-delà du safari, ça veut dire que au Kenya, le safari n'est plus la première pratique touristique. En tout cas, ce sont de plus en plus, et même davantage, de Kenyans qui font du safari que des étrangers. Alors, ça pose la question de la troisième révolution touristique. Ça signifie tout simplement que dans les pays émergents, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Brésil, le Kenya et d'autres pays africains, eh bien, il y a des classes moyennes qui émergent, qui font entre 30 et 40% des sociétés. Et ces classes moyennes, évidemment, elles répondent, elles sont la conséquence du développement économique, du fort développement économique de ces pays émergents. Et ces classes moyennes, elles ont une mobilité à l'étranger et surtout elles ont une mobilité intérieure. Le tourisme domestique, c'est-à-dire faire du tourisme dans son propre pays. C'est ça la troisième révolution touristique. Ça veut dire que dans le cas de l'Inde, par exemple, c'est fort intéressant. L'Inde, on a à peu près 1 milliard de touristes indiens pour 600 000 touristes étrangers. Donc il y a plus d'Indiens, il y a plus de Chinois dans ces pays que d'étrangers. Alors, évidemment, ça nous amène à parler un tout petit peu de la première révolution touristique qui apparaît dans les années 1850 en Europe avec la seconde révolution industrielle. La bourgeoisie prend le pouvoir économique et politique et elle limite l'aristocratie en faisant construire des hôtels particuliers sur les côtes. Donc c'est on va dire, une révolution touristique bourgeoise. La deuxième, elle se place dans les années 1950-60, c'est le tourisme de masse qui apparaît aux États-Unis, qui vient en Espagne avec ce qu'on a appelé le sol y playa, le soleil et la plage. Bon, c'est donc on va dire les classes populaires et moyennes, on va dire inférieures, entre guillemets, qui se lancent dans le tourisme de masse. Alors, au début du XXIe siècle, la plupart des pays émergents, on l'a vu dans le monde, mais en Afrique, bien sûr, vont occasionner dans les populations urbaines, chez les classes moyennes, une mobilité dans chacun des pays. Alors c'est le cas du Kenya, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas du Botswana, du Nigeria surtout, et de la Côte d'Ivoire. Alors ces classes moyennes, qui font à peu près 30-40% des sociétés, elles ont été urbanisées trop vite. Elles ont été déracinées de la campagne vers la ville. Et elles sont, quelque part, travaillées par des questions de mémoire, par des questions identitaires. Et donc, si elles vivent à la ville, si elles se mondialisent dans leurs pratiques, si elles deviennent des citadins, elles veulent par contre que l'on protège, que l'on classe leurs lieux de mémoire, les rochers sacrés, les forêts sacrées. Et donc là, les touristes des classes moyennes urbaines vont visiter leurs lieux de mémoire, c'est ce qu'on appelle un tourisme des racines, et ils se visitent les uns les autres. Donc ça va poser une question importante qui concerne toute l'Afrique, car ce livre concerne toute l'Afrique au sud du Sahara, sans naïveté. Est-ce que le tourisme intérieur de ces classes moyennes peut amener une compréhension de l'autre, peut amener un apaisement dans les conflits interethniques, peut amener une cohésion nationale et peut, pour ces États qui ont été construits très vite avec les indépendances des années 60, est-ce que ce tourisme culturel de la mémoire des racines peut contribuer à l'apaisement interethnique et à la construction des États-nations dans l'Afrique au sud du Sahara, en particulier dans les pays qui émergent sur le plan économique. Alors, au Kenya, il y a bien sûr un tourisme culturel qui se développe de manière importante, on vient de le voir, hein. On visite ces lieux de mémoire de son groupe ethnique, mais les Kenyans et les autres Africains, les Africains du Sud, remplacent les étrangers dans le safari. Et puis, chose intéressante que montre cette photo de couverture du livre, la plage de Niali, dans la banlieue de Mombasa. Il n'y a pas un blanc, entre guillemets, il n'y a pas un occidental, c'est une plage uniquement africaine. C'est une culture de plage qui s'est constituée il y a 15 ans seulement, qui ne correspond absolument pas à l'histoire de la plage qu'on a connue dans les pays occidentaux. On se baigne peu parce que 5% des Kenyans savent nager, on ne s'expose pas au soleil, on ne se délune pas, on n'a pas d'intérêt à s'allonger sur le sable. Alors que fait-on? Eh bien, on fait du vélo tout-terrain, on fait des promenades de chameaux au milieu de la plage, on va déambuler sur la ligne de rivage et surtout, dans l'arrière-plage, on va prendre des consommations, aller dans des discothèques, manger, se rencontrer. Donc on a là complètement coupé de la mondialisation
touristique où la plage, dans ses pratiques, dans ses usages, a tendance à s'uniformiser dans le monde entier, là on a une singularisation, on a l'invention d'une culture de plage africaine qui est tout à fait spécifique à ces pays et à ces populations. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir si cette culture va se maintenir. Est-ce qu'elle va rester africaine ou est-ce qu'elle va s'hybrider avec les pratiques mondiales de la plage ou est-ce qu'elle va se mondialiser? Parce que si on prend par exemple le cas du Burundi, à Bujumbura, sur le lac Tanganyika, eh bien, la jeunesse des quartiers pauvres, des quartiers aisés, pratique la plage le week-end sur le lac, mais de manière occidentale, en se baignant et en se mettant au soleil. Ce n'est pas le cas ni à Madagascar, ni au Bénin, ni au Kenya, peu au Sénégal. Pour l'instant, il y a une relation au soleil, au sable, à l'eau de mer, qui reste tout à fait singulière et différente des pays occidentaux. Donc vous voyez, le safari se kenyanise, la culture de plage africaine se constitue, et d'autre part, il y a un tourisme de la mémoire, des racines, qui n'est pas sans intérêt pour l'apaisement interethnique et pour la construction des États-nations de cette Afrique au sud du Sahara, qui est encore dans des convulsions, on va dire, pour l'accès à la terre, pour l'accès à l'eau, ou pour des affrontements, à propos d'affrontements religieux, linguistiques ou surtout interethniques.